Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire spécial Covid-19 avec pour thème aujourd'hui les ressources humaines à l'ère de la Covid-19. Alors, ce webinaire est organisé par la section Québec de l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Pelard et je suis le directeur régional de la section du Québec. Alors, ce webinaire regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de clubs de golf et près de 120 personnes. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour votre participation. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous donner un éclairage sur les ressources humaines dans la perspective de l'ouverture prochaine des clubs de golf. Alors, nous allons aborder trois grands thèmes aujourd'hui, tout ce qui est prévention, les aspects juridiques et la partie formation. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le forum de discussion qui se trouve en bas de votre écran. Nous répondrons également à toutes les questions qui nous ont été envoyées à l'avance à la fin de chaque thème. Alors, au niveau du confort pour tout le monde, vous pouvez éteindre votre caméra et couper le son de votre micro. Vous allez voir qu'en haut de votre écran, vous avez un mode présentateur, donc pour avoir une meilleure vision des différentes diapositives, des différentes slides, vous pouvez vous mettre en mode présentateur. Alors, toutes les questions qui ont été posées, ils seront bien évidemment répondues et vous pourrez retrouver toutes les réponses dans la présentation que nous enverrons à la fin du webinaire. Je vais passer maintenant la parole à Nadia Dimina, qui est la présidente de la section du Québec. Merci à tous et bon webinaire. Voilà. Bonjour Pierre, merci, merci à tous et à toutes, chers consoeurs et confrères, d'être présents avec nous aujourd'hui. 1er mai déjà, ça commence à sentir le golf de plus en plus. Ça s'en vient. Évidemment, je remercie Pierre et Marc d'avoir organisé ce deuxième webinaire sur les ressources humaines spécial COVID 2019 avec notre partenaire et des conférenciers chevronnés de Novo SST, également nos partenaires Platine. Je remercie notre conseil consultatif ici au Québec. Les membres du conseil consultatif travaillent sans ménager aucun effort pour défendre vos intérêts. Alors, je les remercie. Notre conseil consultatif est formé de membres qui sont à peu près partout au Québec. Alors, je les remercie sincèrement. Si je fais une petite tournée de ce qui se passe actuellement au Canada, la plupart des provinces ont annoncé leurs ouvertures, à l'exception de la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec. Le Québec est malheureusement la province qui est la plus touchée avec la COVID-19 actuellement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la NPTG et la table de concertation travaillent de concert et travaillent de façon très organisée auprès des différents ministères. On est en communication avec plusieurs ministères, évidemment, pour l'ouverture des parcours. Actuellement, il n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu d'annonce pour aucune activité sportive ou activité extérieure plein air. Le gouvernement est très conscient et bien au courant que le golf est une pratique qui est facile au niveau de la distanciation sociale, qui se pratique à l'extérieur, sans contact physique. C'est bon pour la santé mentale, la santé physique. Donc, on est très confiant des démarches qu'on a accomplies depuis 1 mois et demi. Donc, ça s'en vient. Nous avons également eu communication avec le ministère de l'Économie qui nous expliquait que les analyses sont faites de façon sectorielle par région et sont en analyse actuellement. On devrait recevoir des nouvelles très bientôt, mais au bout de la ligne, il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas perdre de vue qu'on est en contexte de pandémie. Et au bout de la ligne, c'est le ministère de la Santé publique qui donne l'autorisation pour toute ouverture, toute industrie confondue. Donc, la santé publique, c'est vraiment de première importance. Nous attendons également des confirmations du ministère de la Santé publique sur les bonnes pratiques qu'on pourra établir dans nos parcours de golf. Je sais qu'on a beaucoup de questions à ce sujet, mais comme association responsable, on se doit de vous transmettre des informations qui nous sont confirmées
des ministères et on attend ça avec impatience. Cette semaine, le gouvernement a annoncé la possibilité d'ouvrir les boutiques, le commerce au détail, dont les boutiques de golf, évidemment, avec certaines restrictions. Donc, c'est important de s'assurer, lorsque vous ouvrirez, de respecter ce qui est demandé par le gouvernement. On vous invite à consulter le site de la CNESST qui vous a été communiqué par la NPTG. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent déjà être mises en place en prévision de vos ouvertures par rapport aux mesures sanitaires. Donc, il y a des informations très intéressantes. Donc, dès qu'on aura, nous, des nouvelles de notre côté pour les mesures par rapport au parcours, les voiturettes de golf et tout ça, vous allez les recevoir, évidemment, prioritairement. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre participation en grand nombre et je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup, Nadia. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous notre nouveau partenaire Novo SST et 3 experts en ressources humaines. Alors, je vais commencer par vous présenter les trois personnes. Sharon Morissette, qui est la directrice du développement des affaires. Stéphane Paré, qui est le directeur de la formation. Et Maître Éric Latulippe, qui est le directeur des affaires juridiques. Alors, Sharon, je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter Novo dans les grandes lignes. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir de participer à ce webinaire en ce vendredi 1er mai. Étant un nouveau partenaire, comme Pierre l'a mentionné, avec l'association, je vais vous faire une courte description de qui nous sommes, nous, chez Novo. Novo, eh bien, c'est 3 entités. C'est Novo SST, Novo Studio, ainsi que Novo Avocat. Novo SST pour tout ce qui est trait mutuel, Novo Studio pour les formations en ligne pour la SST et Novo Avocat, c'est notre service juridique pour tout ce qui a trait relations de travail et santé, sécurité, travail. Chez Novo, eh bien, nous sommes dans l'industrie de la santé et sécurité du travail depuis plus de 25 ans, dont 20 ans en mutuelle. Pour se rappeler qu'est-ce qu'une mutuelle, c'est un regroupement d'employeurs qui parle les bonnes actions pour en ce qui a trait à la gestion des actions de travail, une bonne prévention au milieu de travail. Eh bien, ce regroupement permet aux membres d'économiser sur une facture à la CNESST. Novo également, nous sommes à travers la province, on dessert un vaste éventail de clientèle. Nous avons beaucoup de conseillers en gestion de la prévention qui sont basés partout dans la province, ainsi que nos conseillers au développement d'affaires qui peuvent vous rencontrer en tout temps. Nous avons 4 bureaux, dont le siège social est à Québec. Nous avons notre bureau à Québec également, ainsi qu'un à Laval, ainsi qu'à Longueuil. Actuellement, nous desservons déjà plus de 20 clubs de golf. Dans les services chez Novo, eh bien, nous avons le soutien en prévention. On va vous aider au niveau de bien faire une bonne gestion de risques d'accident de travail. On va vous aider à élaborer un plan de prévention, du coaching. On va faire des visites en milieu. Nous avons également la gestion de la réclamation qui est comme support de vous assister dans vos démarches d'action pour les accidents de travail, vous aider à implanter l'assignation temporaire pour un maintien du lien d'emploi. On va suivre l'évolution de vos dossiers, on communique quotidiennement avec vous, constamment avec vous, et puis on va vous représenter devant les hautes instances, soit la CNESST. Également, nous sommes supportés par notre équipe d'actuariat qui vont nous aider là, pour prendre des bonnes décisions dans votre entreprise quant à la gestion de vos accidents de travail. Et même si toutefois, vous auriez un intérêt pour une transaction corporative, une fusion d'entreprise également, on va vous assister pour voir les impacts de cette acquisition. À chaque année, on fait l'évaluation de nos membres pour s'assurer qu'ils sont toujours dans les bons classements de mutuelles, pour toujours conserver notre performance de chacun de nos groupes. Et vous recevez par le fait même à chaque année un bilan vous démontrant votre dossier personnel à vous en expérience SST. Nous avons plus de 8000 clients qui sont desservis à travers la province, bien évidemment, dont nous avons nous-mêmes nos propres mutuelles de prévention. Nous en avons 5 et nous gérons également des mutuelles associatives qui font affaire avec nous tant au service de prévention, gestion de la réclamation ou bien de l'actuariat. Également, nous avons un beau service très intéressant pour tous qui est offert également autant à la clientèle qu'à la non-clientèle. Il s'agit des questionnaires, du questionnaire médical de pré-embauche. Cet outil-là va vous permettre de faire une meilleure sélection des candidats ou de vos employés qui sont réaffectés
pour vous assurer ainsi que votre candidat ne représentera pas de limitation fonctionnelle qui l'empêchera en fait d'exécuter son travail. Donc, c'est disponible en tout temps sur notre site. Merci beaucoup, Sharon. Alors, on va passer à tout ce qui est prévention et je vais laisser la parole à Stéphane Paré, qui est le directeur de la formation chez Novo. Stéphane. Merci, Pierre. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin dans le contexte actuel. Mon objectif, c'est de vous renseigner sur les mesures à mettre en place en vue d'un éventuel retour à vos activités. Avant d'aborder les protocoles de retour au travail sécuritaire, je crois que c'est important d'aborder et de reconnaître que les gens à différents niveaux vivent de l'anxiété, du stress face à la crise actuelle. Évidemment, on fait face à un risque, on le dit, un risque invisible qui cause beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est important, de le reconnaître, autant en tant qu'entrepreneur, propriétaire, que nos employés aussi vont en vivre et notre clientèle également. Donc, la question, c'est comment peut-on agir dans ces circonstances-là? Comment on peut agir? Tout d'abord, je pense que c'est important, en tant qu'entrepreneur propriétaire, de se rassurer, premièrement. Mme Dimena l'a dit tantôt, la CNESST a rendu disponible des guides d'information sur les mesures sanitaires à mettre en place en vue d'un éventuel retour. Donc, c'est important d'aller chercher l'information. Donc, avoir l'information, les connaissances pour savoir quelles mesures on va devoir mettre en place. Ça va nous rassurer, puis on va être en mesure, après ça, de faire preuve d'un leadership pour rassurer nos employés. Évidemment, un leadership qui va passer par un respect des consignes. Il va falloir, comme employeur, respecter à la lettre les consignes de la CNESST au moment où on va avoir l'autorisation de reprendre nos activités. Évidemment, la communication va être super importante. Communication transparente, ouverte, concise, précise sur les règles à mettre en place. Il va falloir échanger régulièrement avec nos employés, se tenir au fait aussi des mesures qui pourraient bouger dans le temps. Évidemment, quand on parle de stress, d'anxiété, c'est d'inviter aussi nos gens à faire preuve et nos gestionnaires à faire preuve d'une écoute et d'empathie. Et pas hésiter non plus à diriger nos gens vers, si c'est nécessaire, de l'aide externe, par exemple, si vous avez un programme d'aide aux employés ou même les ressources provinciales qui sont disponibles là, à ce niveau-là. Donc, je voulais aborder ce thème-là un peu au début parce que je pense que c'est important de le reconnaître. Et là, je vais aborder les protocoles de retour au travail. Donc, vous avez vu, certains secteurs d'activité sont déjà de retour. Le vôtre va l'être éventuellement. Et quand on parle avec nos collègues, les gens ont hâte de retourner jouer au golf. Puis évidemment, peut-être que dans plusieurs cas, ça va faire baisser le niveau de stress et d'anxiété. Donc, l'exercice physique, c'est un bon moyen là, de réduire l'anxiété et le stress. Donc, évidemment, nous, on a des experts qui peuvent vous aider à mettre en place des protocoles de retour au travail. Il y a beaucoup de sources d'informations. Donc, ce que je vous conseille à ce niveau-là, évidemment, première étape, nommer des responsables dans vos milieux de travail. Je vous invite à établir une collaboration entre gestionnaires, employeurs et employés. Si vous avez un comité de santé et sécurité en place, ça va être l'occasion de le mettre à profit. Donc, pour mettre en place un protocole de retour au travail sécuritaire, évidemment, les règles de base vont être à l'intérieur de vos protocoles. Quand je parle des règles de base, évidemment, la distanciation sociale, le lavage des mains, toutes les normes sanitaires, ajuster les équipements de protection individuelle en fonction des risques. Donc, juste revenir, Mélanie, à l'autre d'avant. Donc, il va falloir que vous analysiez vos risques, d'où peuvent provenir les sources de contamination pour pouvoir justement faire le plan et établir le protocole ou les procédures de travail sécuritaires. Donc, comme je disais tantôt, grâce à notre partenariat, on a des experts en prévention qui vont pouvoir vous aider à établir des protocoles spécifiques à vos milieux de travail. On en a déjà fait plusieurs avec différentes associations. Donc,
On commence à être assez bon, je dirais, en rédaction de protocoles pour aider nos clients, dans le fond, à avoir un milieu de travail sécuritaire et respecter les règles établies par la santé publique et la CNESST. Donc, ensuite, on peut passer à la suivante. Une fois que vous allez avoir écrit vos protocoles, bien, il va falloir physiquement adapter vos milieux de travail en fonction des consignes de la CNESST. Former votre personnel, comme je disais tantôt, la communication va être super importante. Et évidemment, suivre les directives à la lettre. On entendait ce matin, justement, après 2 semaines dans le secteur de la construction, les inspecteurs de la CNESST font des visites. Il y a déjà une dizaine de chantiers qui ont été fermés parce que les chantiers ne respectaient pas les mesures, les règles de sécurité, les mesures de distanciation sociale, le port des équipements de protection individuelle. Donc, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est pour être un employeur responsable et aussi rassurer nos gens, rassurer notre clientèle, d'établir les protocoles et ensuite de les appliquer, de les suivre à la lettre. Ça va être la bonne façon pour rassurer tout le monde et évidemment, pas se retrouver dans une situation où le gouvernement nous obligerait à faire un retour en arrière et à fermer des secteurs qui auraient où il y aurait procédé à la réouverture. Évidemment, la CNESST va vous communiquer les méthodes à mettre en place. Mais je vous dirais que, bon, on l'a dit tantôt, il y a des clubs de golf au Canada qui sont ouverts actuellement. Je vous inviterai, et on va mettre le lien dans la présentation quand on va vous l'envoyer. En Colombie-Britannique, le club de golf de Shawbridge a fait un vidéo. Il est disponible sur YouTube. Je vous invite à aller le voir parce que ça donne d'excellentes idées sur les mesures qui vont devoir être mises en place pour assurer justement un parcours sécuritaire. Donc, la vidéo il est disponible sur YouTube et on va mettre le lien dans la présentation. Donc, je terminerai en disant, quand vous allez savoir que vous allez revenir, bien, n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous allez avoir nos coordonnées si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de vos protocoles. Et évidemment, il y a beaucoup de choses que vous pouvez commencer dès maintenant. Commencez à planifier votre retour, commencer à rédiger vos protocoles, réfléchir à comment vous allez aménager vos lieux. Il y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire dès maintenant en vue d'une réouverture que je vous souhaite rapide dans les prochaines semaines, je vous dirais. Merci. Merci Stéphane. Alors, on va passer aux questions. Pardon, je vais laisser la parole à Sharon. Merci. Merci. Question. Dois-je fournir une formation sur la COVID-19 à mes employés avant leur retour au travail ou peut-elle avoir lieu après le retour au travail? Merci Sharon. Comme je disais tantôt, merci pour la question. Évidemment, il faut former nos employés et oui, avant le retour au travail ou dès le retour des employés. Donc, avant que les gens commencent à travailler, il va falloir les informer sur nos protocoles, sur nos procédures de travail afin qu'ils puissent accomplir leur travail de façon sécuritaire. Une autre question? Excuse-moi. Oui. Une autre question. Les bénévoles sont-ils couverts par la CNESST en cas d'accident? Les bénévoles, ils ne sont pas couverts automatiquement par la CNESST. Donc, en tant qu'employeur, vous devez faire la demande pour assurer vos bénévoles à la CNESST et payer les primes afférents. Donc, encore là, quand on va vous envoyer le PowerPoint, je vais insérer le lien vers le site de la CNESST qui renseigne sur les étapes à suivre pour assurer les bénévoles. Nous avons une autre question. Peut-on affecter un employé à d'autres tâches que celles pour lesquelles il a été préalablement embauché? Par exemple, un employé du restaurant pourrait-il faire du ménage? Bien, évidemment, dans le contexte actuel, avec une bonne communication avec nos employés, il n'y a pas de problème à assigner un employé à d'autres tâches. Ça s'est vu dans plusieurs milieux de travail. Donc, je ne crois pas que le vôtre fasse exception à ce niveau-là.
Au niveau préventif, une autre question, quelles sont les recommandations que l'employeur doit prendre? Bien, vos obligations comme employeur ne changent pas. Évidemment, on a toujours l'obligation de gérer les risques en milieu de travail. Donc, là, actuellement, le risque, c'est un virus. Donc, évidemment, ça va être de mettre en place les mesures, comme je vous disais tantôt, distanciation sociale, toutes les règles sanitaires, lavage des mains. Donc, il va falloir vraiment minimiser le risque de contamination au maximum et de suivre ce que la CNESST va vous demander pour votre milieu de travail spécifiquement. Et on va être là pour vous aider là, à adapter vos protocoles en temps et lieu. Existe-t-il un protocole légal de retour au travail? Évidemment. Donc, la santé publique, la CNESST a établi des règles. Les règles sont disponibles sur le site de la CNESST. Tantôt, on disait qu'on vous a déjà envoyé des liens. Donc, je vous invite à aller voir l'information. C'est déjà disponible sur le site de la CNESST. Une autre question. Les formations SST liées à la COVID-19 sont-elles remboursées par le gouvernement? Donc, bien, comme vous savez, le gouvernement a mis en place le programme, le PACME, où, oui, il peut avoir des remboursements, donc pour des formations liées à la COVID. Donc, évidemment, chaque employeur doit contacter son centre local d'emploi pour voir un peu comment il peut être admissible à ces montants de remboursement-là. Merci Stéphane, merci Sharon. Merci. Pour cette première partie, donc prévention. Donc, comme on a dit au départ, hein, dans la présentation qu'on enverra à la suite du webinaire, vous aurez évidemment toutes les réponses qui seront indiquées sur la présentation. Alors, on va passer à tout ce qui est aspect juridique et je vais laisser la parole à Maître Éric Latulippe. Éric. Donc, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Évidemment, les aspects juridiques liés à la situation actuelle ne sont pas vraiment différents de vos obligations en temps général. Le parallèle que je peux peut-être faire, c'est qu'il y a 2 ans, quand on a légalisé la marijuana, les employeurs ont eu beaucoup de questions sur l'impact de cette légalisation, mais au final, les obligations comme telles ne variaient pas. C'est toujours un ajustement en fonction des éléments particuliers qu'on vit. Et à l'heure actuelle, c'est le virus de la COVID-19. Donc, évidemment, les employeurs ont des obligations au Québec en matière de santé et sécurité, et ces obligations-là sont nombreuses. En faire une simple énumération nous prendrait plusieurs heures, si ce n'est pas des journées. Donc, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous inonder de ça, mais juste de vous faire un certain rappel à l'égard de vos obligations. Donc, l'article clé en la matière, c'est l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail. Cet article-là existe depuis de très nombreuses années et à peu près tout ce qui est adopté comme réglementation découle de cette loi-là au départ et de cet article-là. Ce ne sont que des modulations. Donc, c'est toujours un très bon guide et dans le cas que nous vivons actuellement, c'est extrêmement à propos de repasser à travers quelques obligations. Donc, vous pouvez voir que dans cet article-là, le premier élément qui est mentionné, c'est votre obligation de vous assurer que vos établissements sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection de vos travailleurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bien, évidemment, ça va être, dans le cas qui nous occupe, de planifier l'aménagement pour respecter la distanciation physique entre vos travailleurs. Ça va être également de mettre à la disposition de vos travailleurs tout ce qui est possible pour le lavage de mains, par exemple, les aspects sanitaires. Donc, vous avez ça, c'est déjà mentionné, c'était déjà votre obligation. Et là, on ne fait que l'adapter en fonction du virus. On voit également au point 3 que vous avez donc à assurer votre organisation du travail, que vos méthodes, vos techniques sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des travailleurs. C'était donc une obligation qui était très générique bien avant le coronavirus. Et maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'ajuster votre organisation du travail, vos méthodes de travail
pour limiter la propagation du virus. Et là, vous comprendrez que ce n'est pas une question d'évaluation personnelle, je dirais, ou de croyance. Ce n'est pas le temps d'entrer dans ce débat-là. On part du principe qu'il y a le virus, qu'il y a propagation et de mettre en place toutes les mesures parce qu'on vit, je le rappelle, encore à l'heure actuelle et pour combien de temps on ne le sait pas, en vertu d'une loi bien, bien spéciale, et j'en reparlerai brièvement tout à l'heure, qui est donc la loi sur les mesures d'urgence adoptée en vertu de la loi sur la santé publique. Et donc, on a des dispositions particulières à prendre qui viennent ajouter une couche supplémentaire à vos obligations. Donc, vous voyez, je vous en ai parlé au point 1, on en parlait. Au point 4 du même article 51, on vous demande de fournir des installations sanitaires, de l'eau potable, etc., des endroits pour les repas pour vos employés. Tout ça était déjà prévu. Ce n'est donc qu'une précision sur ces engagements-là. Au point 5, on revient sur vos méthodes, vos techniques. Donc, mais là, cette fois-là, c'est pour viser à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité de vos travailleurs. Donc, comme mon collègue Stéphane vous en a parlé, c'est votre obligation, c'est spécifié dans la loi, d'identifier, contrôler les risques. Et le mot risque est très important. On prendra quelques minutes là, dans quelques instants pour définir ce que c'est les risques et voir jusqu'où ça va. Au point 7, fournir un matériel sécuritaire, assurer son maintien en bon état. Et là, j'entends déjà les gens se poser la question, fournir du matériel sécuritaire, masque, gants. On verra, ça a fait partie de vos préoccupations. On a une petite question plus spécifique sur la question tout à l'heure. Donc, je vous tiens un peu en haleine. On y reviendra un peu plus tard sur cet aspect-là. Donc, dans les autres obligations importantes que vous avez en vertu de 51, c'est donc informer adéquatement vos travailleurs sur les risques. Vous voyez que le mot « risque » revient encore une fois et s'assurer que la formation, l'entraînement et la supervision appropriée est faite pour que vos travailleurs aient les habiletés, les connaissances. Donc, encore une fois, comme Stéphane le mentionnait, vous voyez que cette obligation-là nécessite de mettre en place des mesures avant le retour au travail ou dès le retour au travail. Vous ne pouvez pas vous donner une période, vous dire on va prendre l'été pour former nos gens au fur et à mesure. Cette obligation-là vous demande, dans le cas précis de la COVID-19, de mettre en place cette formation-là avant. Et vous avez aussi l'obligation de supervision. Donc, ce n'est pas tout de former vos gens, mais la formation, c'est un processus continu. Donc, ça va être important de superviser pour que les méthodes que vous avez exigées soient respectées au fil de l'exécution du travail. Donc, ça fait le tour essentiellement des obligations sur lesquelles je voulais vous marquer un petit peu plus l'importance. Une fois qu'on a fait le tour de ces obligations-là, de ces quelques obligations-là, bien, la question qui vient, c'est quelle est cette obligation-là, jusqu'où ça va? Est-ce que je dois nécessairement avoir un milieu de travail où il n'y aura jamais de COVID-19? Est-ce que j'ai une obligation de résultat d'empêcher? Évidemment, poser la question, dans le cas précis d'un virus, c'est peut-être plus facile d'y répondre. Et la jurisprudence des tribunaux qui ont juridiction en la matière ont été constants. C'est une obligation de moyens que vous avez et non pas une obligation de résultat. Et on vous réfère, je n'ai pas l'intention de vous lire l'entièreté de décision, mais à une décision très récente, 14 avril dernier, où on est revenu faire le tour de cette question-là. Donc, le tribunal a encore une fois confirmé qu'on est dans une obligation de moyens et qu'il n'appartient pas à personne d'évaluer si vos moyens sont parvenus à un résultat spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de là, sur les obligations de moyens, bien, ce que ça veut dire, c'est qu'il relève de l'employeur. Si on va à la diapositive suivante, vous allez voir, donc, le choix des moyens. Donc, ce que vous allez décider de mettre en place pour empêcher la propagation du virus sur vos propriétés, vos terrains de golf, les lieux de vos travailleurs, ces moyens-là, ce n'est pas au tribunal de juger de ça et il vous revient personnellement l'obligation de déterminer. Donc, la petite nuance qu'il y a à apporter,
face à ce que mon collègue vous disait, bien sûr, vous avez des guides qui vous ont été donnés. La CNESST a établi plusieurs éléments qui sont disponibles actuellement sur leur site, mais rappelez-vous que ça, ce sont des guides. Ce n'est pas une obligation formelle légale, ça n'a pas été adopté en vertu d'un règlement et ça doit vous servir d'inspiration pour adapter ces règles-là pour atteindre les objectifs. Et c'est un peu là où, pas moi, mais mes collègues en prévention, qui eux sont des spécialistes, vont pouvoir venir vous aider, le cas échéant, si vous avez des questionnements sur comment adapter ces consignes-là. Parce qu'ultimement, vous allez être jugé en fonction de ce que vous aurez fait personnellement. Et si les règles génériques établies par la CNESST ne permettent pas chez vous d'accomplir d'éviter la propagation du virus, bien, vous pourriez en être tenu responsable. Donc, ce n'est pas un tout, ce n'est pas absolu, c'est un excellent guide, mais sachez que vous avez encore une petite couche de travail supplémentaire à ajouter à ça pour adapter dans votre milieu de travail. Donc, ces obligations-là, vous les avez en vertu de la loi sur la santé publique, mais vous avez aussi, c'est-à-dire en vertu de la loi sur la santé et sécurité, mais vous avez aussi ces obligations-là en vertu de la loi sur la santé publique. Et si jamais vous deviez avoir une éclosion de COVID dans votre milieu de travail, bien évidemment, vous avez la possibilité de signaler au directeur de la santé publique cette éclosion-là et je vous recommanderais, si jamais vous étiez frappé par cette malchance, de le faire afin d'aller chercher de l'aide supplémentaire là, pour vous accompagner dans la gestion. La santé publique a quand même des compétences si vous aviez une crise chez vous. Donc, une fois qu'on a vu les obligations que vous avez comme employeur, bien, il faut se poser la question, on sait que c'est une obligation de moyens et que vous avez donc l'obligation d'éliminer des risques. Qu'est-ce qu'on entend par risque? Bien, évidemment, si on passe à la diapositive suivante, vous allez voir que dans les risques, ça amène chez les travailleurs une réflexion de est-ce que je reviens au travail ou je ne reviens pas au travail? Parce que ça va être la prochaine étape. Vous allez avoir établi vos protocoles, vous allez avoir regardé l'ensemble. Là, vos travailleurs vont se poser la question et certains voudront peut-être refuser de travailler. Vous l'entendez déjà, on a été tous un peu stupéfaits d'entendre qu'il y avait 9500 personnes qui s'absentaient du milieu de travail dans la santé seulement, alors qu'ils sont dans un milieu où l'exposition à ce type de risque est normale. Donc, formellement, à l'heure actuelle, les vérifications dans la plupart des milieux où on a eu des échos de vérification par inspecteur, on a convenu que la COVID-19 ne représente pas un risque pour la santé des travailleurs, dans la mesure où vous respectez les règles de distanciation physique, vous demandez à vos employés, s'ils ont des symptômes, vous contrôlez donc à l'entrée au travail s'ils présentent des symptômes reliés à la COVID-19, s'ils reviennent de voyage, s'ils font de la fièvre. Dans la mesure où vous avez tout ça, vous avez des bonnes mesures mises en place, on a conclu que ça ne représente pas un risque et donc que les travailleurs sont obligés d'entrer travailler. Vous pouvez donc à ce moment-là contraindre vos travailleurs si vous le désirez. Par ailleurs, on a mentionné, il y a tout l'aspect de l'anxiété, la gestion. Bien là, c'est la liberté à chaque employeur de décider. Est-ce que je permets ou non aux employés? Est-ce que je rends ça sur une base volontaire? Mais sachez que c'est une décision qui vous est propre et que vous pourrez toujours contraindre les gens ou imposer des mesures pour des gens qui refuseraient d'entrer travailler. Puisque, comme je le disais, on n'est pas en présence d'un risque. Donc, ce risque-là, si on regarde la diapositive suivante, a fait l'objet, encore une fois, dans la même décision que je vous parlais tout à l'heure, d'une analyse très pointue. Donc, les aspects de risque, de danger, ne cherchez pas nulle part dans la loi, que ce soit la loi sur la santé publique ou la loi sur la santé et sécurité du travail, vous ne retrouverez pas de définition comme telle. Donc, le danger, c'est lorsque votre risque, dans le fond, il est plus que probable qu'il se matérialise. Donc, à ce moment-là, il devient un danger. Tant que ce n'est qu'une vague possibilité, on demeure dans les risques.
Et ce qui est important, c'est ce qui est noté peut-être au paragraphe 92 que vous avez là. Un risque qui est virtuel, une crainte ou une inquiétude, ce n'est pas suffisant pour conclure que nous avons un danger. Donc, toutes les gens qui ont cette crainte, comme je vous l'ai déjà mentionné, donc, c'est exactement là où ça se situe et on ne peut pas conclure qu'il est possible de refuser d'entrer travailler, sauf circonstances exceptionnelles. Chaque cas doit s'évaluer au mérite et si un travailleur avait des conditions de santé très particulières, bien, vous devrez en tenir compte pour cette personne-là. Donc, le risque de contamination à la COVID-19 pour chaque individu, il peut être un peu variable, donc vous avez une analyse personnelle à faire. Donc, on a fait cette évaluation-là et si on passe à la diapositive suivante, donc vous allez voir dans la même décision, on a fait la distinction entre les deux. On précise que ce n'est pas une question de sémantique. Pourquoi? Parce que, évidemment, les pouvoirs des inspecteurs de la CNESST et surtout les conséquences pour vous, employeurs, sont différents si vous exposez vos travailleurs à un risque ou à un danger. Si on est en présence d'un danger, évidemment, les amendes sont beaucoup plus importantes qui peuvent vous être imposées que si c'est un risque. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur les questions d'amende avec des informations très récentes qu'on a eues à cet égard-là. Donc, on vous donne cette décision-là. Si certains veulent aller lire, c'est une assez longue décision, mais c'est un excellent résumé à cet égard-là. Qu'arrive-t-il si notre travailleur, malgré tout, refuse de travailler? Sachez qu'il y a une procédure spécifique dans la loi, quelques articles de la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, vous avez l'article 12-13 qui permet à un travailleur d'exercer ce droit-là. Donc, s'il vous dit « je ne veux pas parce que je pense que ça représente un risque », vous devez enclencher un processus d'évaluation à l'interne. Si on va à la diapositive suivante, on va voir donc que vous allez avoir fait un processus à l'interne, vous allez avoir évalué, vous en avez discuté, mais s'il n'y a pas d'entente, au terme de l'évaluation de la situation, vous pouvez demander l'intervention d'un inspecteur. Celui-ci, l'inspecteur de la CNESST, pourrait confirmer que le travailleur avait raison, mais il peut aussi ordonner que le travailleur reprenne le travail parce qu'il va le confirmer. Et comme je vous disais, à l'heure actuelle, c'est exactement ce qui est arrivé dans les cas qui ont été évalués. S'il juge qu'il y a un réel danger, on pourrait vous demander des correctifs également. Donc, si on va à la diapositive suivante, donc l'inspecteur peut ordonner, les corrections peuvent être émises, c'est ce qu'on peut voir. Et si c'est un cas particulier, comme je vous l'ai mentionné, que pour un individu, on conclut que pour lui, il y a un danger, ça ne veut pas dire que ça représente le danger, à ce moment-là, l'inspecteur peut vous permettre de faire le travail par un autre de vos employés. Donc, c'est primordial de savoir ça. Et également, c'est primordial de savoir que l'inspecteur de la CNESST a ses pouvoirs actuellement, mais il bénéficie aussi des pouvoirs délégués par la santé publique de faire respecter les mesures qui ont été établies en vertu de la loi sur les mesures d'urgence. Et à cet égard-là, peut-être pour votre information, on a eu les échos qu'un concessionnaire auto qui se serait livré à des activités de vente automobile qui sont actuellement non permises aurait récemment, cette semaine, été mis à l'amende pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, il faut savoir que c'est important de respecter ça. Et comme mon collègue vous le disait, des visites d'inspecteurs sur des chantiers ont eu lieu. À votre réouverture, ce n'est pas impossible qu'ils viennent également inspecter vos milieux de travail. Donc, ça fait le tour essentiellement. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais ça fait le tour des éléments qu'on voulait, sur lesquels on voulait attirer votre attention. Et on peut peut-être prendre quelques questions qui nous avaient été soumises préalablement à la présentation de ce matin. Oui. Question numéro 1, Éric. Puis-je employer des personnes de 70 ans et plus malgré la COVID-19? Oui, c'est une problématique ou une préoccupation qui est à l'esprit de plusieurs parce que les personnes âgées de plus de 70 ans ont fait l'objet de beaucoup de points de presse de la part du premier ministre. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, et cette semaine, encore hier, ça a beaucoup varié. On a parlé de déconfinement pour les gens qui n'étaient pas en CHSLD. Mais sachez qu'il n'y a jamais eu d'empêchement à une personne de plus de 70 ans
d'aller travailler, évidemment, si elle ne présente pas de signes de COVID, on se comprend, là, comme toute autre personne. Donc, il n'y a aucune problématique à embaucher des gens de plus de 70 ans, le cas échéant. On passe à une autre question. Un employé qui a plus de 70 ans peut-il recevoir une infraction s'il travaille au départ d'un club de golf? Donc, vous comprendrez que c'est le corollaire de la réponse que je vous ai donnée précédemment. S'il peut travailler, bien, il peut travailler, donc il ne peut pas être mis à l'amende pour quelque raison que ce soit pour avoir exécuté ce travail-là, hormis, encore une fois, s'il était atteint de symptômes puis il les avait cachés. Comme n'importe qui d'autre, il pourrait être mis à l'amende, mais pas uniquement sur la base de son âge. Un employeur qui fait travailler un employé de plus de 70 ans peut-il recevoir une infraction? Vous comprendrez donc que c'est la cascade, c'est le bout de la chaîne, pas plus pour un employeur. Là, si on peut le faire travailler, pas de possibilité d'être mis à l'amende pour cet élément-là. Une autre question, Éric. Est-il obligatoire de suivre l'ancienneté pour maintenir certains employés au poste? Des employés plus jeunes exerçant davantage de tâches que d'autres seraient plus utiles à l'entreprise. Dans le contexte actuel, plusieurs emplois seront supprimés afin d'opérer au minimum. Cette question-là se pose, oui, dans la situation actuelle, mais elle se poserait dans n'importe quel cas de réduction des activités économiques d'une entreprise. Donc, je fais toujours attention, c'est difficile de répondre à une question comme celle-là de façon générique parce que si vous avez un milieu syndiqué, par exemple, vous allez devoir suivre les règles de votre convention collective. Mais sachez que dans un milieu non syndiqué, vous avez tout loisir comme employeur de sélectionner les employés que vous gardez quand vous faites des mises à pied. Assurez-vous cependant qu'il y a une rationnelle derrière ça, que vous pourriez justifier devant un tribunal si un travailleur contestait cette mise à pied-là sous des aspects, par exemple, que la personne aurait pris des congés au préalable, aurait demandé des vacances, vous lui auriez refusé, ou qu'elle est plus âgée. Donc, il faut juste avoir une rationnelle, mais dans la mesure où notre décision est basée sur les compétences, vous avez comme employeur tout le loisir de choisir qui sera au travail et qui sera en mise à pied. On revient, Éric, à une question concernant le 70 ans. On vient d'avoir une question. Un client de 70 ans peut-il venir jouer au golf? Un client de 70 ans peut venir jouer au golf. C'est une forte recommandation de la santé publique à l'heure actuelle pour les gens de 70 ans et plus de ne pas sortir. Mais s'ils peuvent aller acheter du vin et payer des impôts volontaires et des taxes au gouvernement, ils peuvent aussi se rendre chez vous. Évidemment, là, il y a un aspect qui est plus marketing et publicité chez vous, comment vous le gérez, comment les autres participants, parce que la perception face aux gens de plus de 70 ans est très différente dans la communauté et dans certaines communautés, mais formellement, vous n'avez aucun motif d'interdire l'accès à vos parcours de golf à des gens de plus de 70 ans. Quelles sont mes obligations en tant qu'employeur pour fournir un kit, gants, masques, etc. à mes employés lors de leur retour au travail? Oui, donc on avait évidemment regardé cette question-là avec un début de réponse. Puis vous avez peut-être compris hier de l'intervention du ministre de la Santé, le ministre Robert, pas de la Santé, mais de l'Éducation, le ministre Roberge, que la santé publique n'identifie pas comme un risque donc la transmission de la COVID et encore moins en milieu ouvert comme vos terrains de golf. Et donc, le port de gants, le port de masques n'est pas recommandé pour les enseignants en milieu scolaire. Vous comprendrez que vous n'avez donc pas cette obligation-là de les fournir. Cependant, vous pouvez, dans vos choix de moyens, décider de le faire, mais sachez que si vous le faites, vous devrez avoir des gants et des masques en quantité et en état convenable pour tous vos employés pour toute la durée. Donc, si à l'heure actuelle, il y avait une recommandation à vous faire, c'est peut-être pas d'orienter vers, pour tout le monde, si vous voulez identifier des zones plus à risque dans l'entreprise, c'est une chose, mais pour tout le monde, gants et masques, c'est certainement pas une obligation à l'heure actuelle. Une autre question. Si un employé a eu la COVID-19 et qu'il est maintenant négatif, peut-il venir travailler? Si oui, quelles sont les formalités pour lui? Doit-il nous transmettre un formulaire, un certificat?
Donc, pour les employés qui ont eu la COVID et qui ont été libérés parce que maintenant ont un test négatif, il n'y a aucun empêchement à ce que ces gens-là se présentent au travail. Ils ne sont plus contagieux, donc il n'y a rien à faire à cet égard-là. Quant aux formalités que vous pourriez être tenté de demander, peut-être ont-ils eu le résultat de leur test par écrit puis qu'ils veulent vous les communiquer, mais sachez qu'à l'heure actuelle, toutes les dispositions légales en vertu des lois qui touchent le milieu du travail ont aboli la possibilité pour les employeurs d'exiger un certificat médical pour les absences. Donc, c'est le même parallèle. Si vous ne pouvez plus exiger de certificat pour les absences, vous ne pouvez plus formellement exiger une attestation médicale pour le retour. Donc, il faut se fier sur la parole des gens, comme on se fie à chaque jour en posant les questions de base, là, savoir si les gens ont été en contact avec des gens infectés, est-ce qu'ils font de la température, est-ce qu'ils ont des symptômes. On procède sur la bonne foi à ce moment-là. Et donc, oui, ils peuvent revenir travailler. Qu'arrivera-t-il si l'un de nos employés teste positif durant la prochaine saison? Évidemment, la COVID-19 n'a pas de cure pour l'instant. Donc, c'est possible que vous ayez des gens qui testent positif dans les prochaines semaines, les prochains mois, après que vous soyez de retour à vos activités normales. La question demeurera la même qu'au début de la pandémie. Donc, si quelqu'un testait positif, il devra obligatoirement se mettre en confinement volontaire. Et à l'heure actuelle, on est toujours sur une période de 14 jours de confinement volontaire. C'est toujours la règle. Donc, à moins que la santé publique change les directives, dans l'avenir, on va garder ça. Donc, 14 jours de confinement, suite à quoi on constate, selon les normes actuelles, les connaissances actuelles, qu'il ne devrait plus être contagieux. Et si vous voulez être vraiment, prendre toutes les précautions, parce qu'il y a eu des informations qui poussaient ça à 21 jours, bien, vous pourriez demander aux gens de rester chez eux jusqu'à 21 jours, suite à quoi ils pourraient avoir un retour au travail. Une question, Eric, en direct du chat. Si un employé a une condition médicale délicate et qu'il insiste pour travailler, que doit-on faire? Bien, évidemment, condition médicale délicate, il faut toujours voir. Mais si la personne, comme employeur, vous n'avez pas à aller au-delà de vos obligations. Vous, c'est donc de limiter les risques de propagation du virus ou de transmission du virus. Donc, si la personne accepte ce risque-là, bien, il n'y a pas de problématique particulière. Vous pourriez lui recommander de porter, par exemple, un masque pour elle, même si pour les personnes, ce n'est pas encore très démontré que ça empêche d'être contaminé, mais vous n'avez pas de base pour empêcher ces gens-là de revenir au travail. Ils assument leurs risques. Il faut juste être clair et avoir une discussion avec eux, mais il n'y a pas de possibilité de les empêcher de revenir au travail. Nous avons également une autre question, Eric, à laquelle je pourrais répondre, mais je vais te la laisser. Est-ce que vos services incluent l'appui dans les dossiers qui concernent les normes du travail? Bien, donc, les services qui sont sur l'entente générique n'incluent pas le service formel, donc ce n'est pas inclus dans les frais de tarification de participation mutuelle, mais on a des forfaits convenus avec nos clients membres pour avoir des taux d'honoraires préférentiels pour accompagner tout le monde sur toute question que ça touche la SST, donc évidemment les gestion des réclamations, mais que ce soit la visite d'un inspecteur, l'imposition de constats d'infraction qui pourraient être faits, donc les mesures pénales, et tout ce qui est mesures disciplinaires ou encadrement aux normes du travail. Donc, formellement, ce n'est pas des services directement inclus, mais vous avez des taux préférentiels là, qui vous sont accordés quand vous êtes membre en mutuelle chez Novo. Il y a une question ici qui va être pertinente pour tous. Si un employé est infecté de la COVID-19 au travail, sera-t-il sur la CNESST? Grande question. Certains cas, il y a très peu de cas à venir jusqu'à présent qui ont été acceptés comme étant soit une maladie professionnelle, soit un accident de travail, parce que les deux approches sont analysées actuellement. Mais ce n'est pas impossible que ce soit reconnu et indemnisé par la commission, parce que
évidemment, s'ils arrivent à démontrer qu'ils sont dans un milieu où il y a eu beaucoup de cas et qu'il est plus probable qu'il ait été infecté au travail qu'ailleurs, à ce moment-là, peut-être il pourrait être indemnisé. Chez vous, ça m'apparaît plutôt peu probable. Ça deviendra un fardeau de preuve extrêmement difficile parce que les gens demeurent actifs. Hein. Ils vont à l'épicerie, ils vont à la pharmacie, ils vont mettre de l'essence. Donc, de démontrer qu'ils auraient contracté le virus chez vous, ça demeure extrêmement difficile, mais c'est évident que si dans votre membership, vous avez 60 de vos membres qui sont atteints, j'espère que ça n'arrivera jamais, que là, si le cas échéant, la santé publique aurait été avertie, mais là, vos employés auraient peut-être un cas à faire valoir. Par ailleurs, ça ne change rien à vos obligations, mais sachez que d'un point de vue indemnisation, ce qui est discuté à l'heure actuelle, et j'ai encore fait le point tôt ce matin sur cette question-là avec la CNESST, à l'heure actuelle, vous n'auriez pas, comme employeur, la facture directement attachée à votre dossier. La position de la Commission est que pour les cas associés formellement de COVID-19, ça va être envoyé dans le fonds général de la CNESST et non pas à chaque dossier de chaque employeur. C'est la position sur laquelle la Commission s'oriente au moment où on se parle ce matin. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Merci beaucoup, Éric et Sharon. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, vous avez encore un peu de temps. Il nous reste, on va dire, 10 minutes avant la fin du webinaire. Donc, vous pouvez toujours utiliser le forum de discussion si vous avez des questions. On en prendra peut-être encore une ou deux. On va passer à la partie formation et on va revenir avec Stéphane qui va nous donner les informations. Stéphane. Merci, Pierre. Donc, Sharon nous a parlé au début que Novo c'est trois groupes, donc Novo SST, Novo Avocat et Novo Studio. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Novo Studio. Donc, Novo Studio, on a créé en 2016, lancé en 2017, une plateforme de formation en santé-sécurité, totalement en ligne et dédiée à la santé-sécurité. Donc, probablement que tout le monde connaît Netflix. Donc, j'aime dire que Novo Studio, c'est un peu le Netflix de la santé-sécurité. Donc, on fonctionne sous forme d'abonnement annuel à usage illimité. Donc, on a déjà 4 clubs de golf qui utilisent Novo Studio, donc qui sont abonnés. Donc, c'est une tarification. Ça permet, dans le fond, de réduire beaucoup le temps et les coûts de formation. On l'a dit, au-delà de la pandémie, vous avez des obligations en santé-sécurité, donc de former vos employés sur les risques auxquels ils sont exposés en milieu de travail. Donc, à la base, moi, je suis un conseiller en santé-sécurité depuis 20 ans. Donc, j'avais à cœur de développer une solution pour aider nos clients à mieux former les employés. Donc, on a développé la plateforme et il y a plusieurs sujets qui s'appliquent à vos milieux de travail. Tantôt, Éric parlait de drogue et alcool en milieu de travail. Donc, on a développé une formation sur le sujet qui s'adresse aux gestionnaires, aux employés, une formation sur la conduite de chariot élévateur, l'utilisation sécuritaire des produits chimiques. Il y a plein d'autres sujets, l'utilisation de couteaux à lame rétractable, le port d'équipements de protection individuelle, l'utilisation d'un escabeau, d'une échelle. Donc, on a une soixantaine de sujets sur la plateforme pour vous aider à rencontrer vos obligations d'employeur et faire preuve de diligence. Donc, notre contenu, ce qui est intéressant, c'est que notre contenu est bilingue, français-anglais, et également sous-titré en espagnol. Donc, nos clients nous ont demandé ça assez rapidement. Donc, beaucoup de nos clients utilisent la plateforme avec, exemple, des travailleurs étrangers. Donc, on a ajouté une section espagnole. Tous nos contenus sont suivis d'un questionnaire et il y a aussi une certification, avec émission justement d'une attestation de formation. Ça vient avec un tableau de bord qui vous permet de suivre en temps réel l'apprentissage de votre personnel. On est également un organisme agréé par Emploi Québec. Donc, on est admissible à la loi sur les compétences. Et tantôt, j'ai eu une question par rapport au remboursement des formations. Avec l'annonce du gouvernement Legault sur le programme du PACME, le 100 millions, la santé-sécurité
dans le cadre du programme, est admissible à cette subvention-là. Donc, toute l'information est disponible sur notre site Web. On a créé un onglet COVID-19 avec des informations sur comment un employeur peut faire la demande. Exemple, pour que son abonnement soit admissible à la subvention. Donc, écoutez, c'était ma petite partie promotion de notre service de formation, mais dans le fond, on a créé ça vraiment pour aider les entreprises à mieux former les employés. Donc, je vous invite à aller voir notre site web, novostudio.ca. On a même une section essais gratuits où vous allez pouvoir vous former sur une formation, 2 capsules. Donc, il y a 3 sujets qui sont disponibles sur la plateforme à titre d'essai gratuit, dont une formation qui est super pertinente en ce moment et qu'on a mis qu'on a rendue gratuite actuellement, donc qui est la diligence raisonnable, qui résume vos obligations comme employeur sur la gestion de la santé et sécurité. C'est quoi vos obligations, comment vous devez le faire, etc. Donc, je vous invite à aller voir notre site web pour en apprendre davantage là, sur Novo Studio. Merci beaucoup. Pierre, je te repasse la parole. Merci Stéphane. Ça fait plaisir. Très intéressant. Alors, on va passer maintenant au détail de l'entente de partenariat. Comme je vous disais au départ, Novo SST est un nouveau fournisseur de l'association. Donc, Sharon va vous donner les grandes lignes du partenariat. Oui, en fait, nous sommes vraiment contents de faire affaire avec vous, d'avoir cette belle association-là. Donc, j'espère que le webinaire vous aura permis déjà de voir l'expertise qui se retrouve chez Novo. Donc, en devenant membre chez Novo SST, eh bien, on vous octroie automatiquement une réduction annuelle, de 10 % sur vos frais de gestion en adhérant avec Novo, et ce, là, que vous soyez nouvellement client, ou on va l'octroyer également pour la clientèle actuelle, ainsi qu'un rabais de 33 % sur votre abonnement Novo Studio, même si vous désirez ne pas devenir un client, mais que vous voulez quand même avoir l'abonnement Novo Studio, et bien dans l'entente, on a octroyé quand même de vous offrir une tarification préférentielle avec un 33 %. Vous y verrez par la suite, dans la fin de cette présentation-là, toutes nos adresses courriel pour communiquer avec nous directement, soit au développement d'affaires, Stéphane, la formation, ainsi qu'Éric pour tout ce qui a trait des questions pour Novo Avocats. Merci beaucoup, Sharon. Juste une petite précision, hein, ces rabais-là, ils sont disponibles uniquement pour les membres de la NPTG du Canada. Donc, vous avez les coordonnées de nos 3 experts qui ont parlé aujourd'hui de chez Novo. Alors moi, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il a été utile, que vous avez appris de nombreuses informations. Pour terminer un peu sur une note un peu plus, je dirais, positive et optimiste, vous savez qu'il y a une web-série qui est organisée le samedi et le dimanche à 9 h, donc en direct sur notre page Facebook, l'Expo Golf, la page Facebook Expo Golf. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, merci à vous en tout cas, bon courage et bonne journée. Merci.